Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. En attendant que l'ensemble des participants se connectent, je me présente. Je suis Élodie, directrice marketing Sénat, et c'est vraiment un immense plaisir pour moi de vous recevoir tous aujourd'hui. Pour cette session, vous verrez, on aura deux mots d'ordre. Le premier, ce sera parler concret et le deuxième, ce sera parler croissance. Concret parce que notre objectif avec ce webinaire, ça a vraiment été de vous apporter des idées actionnables que vous pourrez mettre en application, tester chez vous au quotidien, juste après l'événement. Et puis, bien sûr, parler croissance parce que c'est l'objectif qu'on partage tous, en particulier dans un paysage qui est toujours plus concurrentiel. À ce sujet, vous avez peut-être vu cette étude, c'est une étude du collectif French AssureTech qui estime que le secteur du courtage a vu le nombre de nouveaux acteurs augmenter de 10% en une seule année, c'était l'année 2021. Donc, dans ce contexte hyper concurrentiel, aujourd'hui, on va essayer de répondre à 3 questions, toujours le plus concrètement possible. La première, ça va être comment, en tant que courtier, vous allez pouvoir vous faire connaître de vos clients pour, bien sûr, augmenter la part du nouveau business dans votre chiffre d'affaires. La deuxième question, c'est une fois que vous êtes connu auprès de vos prospects, eh bien, c'est que faire pour se démarquer, pour les amener à leur achat, à devenir clients. Et puis, enfin, parce qu'une fois qu'on a mis tous ces efforts pour acquérir de nouveaux clients, évidemment, on veut en perdre aucun. Donc, on abordera pendant quelques minutes la fidélisation des clients. Alors, pour aborder ces sujets, j'ai vraiment l'immense chance d'être accompagnée de 3 pointures du monde du courtage aujourd'hui. Je vous les présente tout de suite. Tout d'abord, nous avons Marine Robert. Marine, tu es directrice adjointe santé et prévoyance des particuliers chez April. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Alors, vous connaissez certainement tous le groupe April, mais en résumé et en quelques chiffres, en 2022, April, c'était 2400 collaborateurs, un chiffre d'affaires de presque 600 millions d'euros dans 18 pays. Et particulièrement en France, April, c'est le plus grand réseau de courtiers partenaires avec plus de 15 000 courtiers. Ensuite, nous avons Julien Fillot. Tu es directeur général du groupe Comparadise. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, Julien, ce qui est impressionnant dans ton parcours, c'est que tu as commencé de zéro. Et aujourd'hui, le groupe Comparadise, c'est 250 partenaires qui développent leurs ventes à partir des prospects que tu leur as amenés via ton comparateur. Donc aujourd'hui, ton point de vue est super intéressant pour toute notre audience, à la fois en tant qu'observateur du marché et en tant qu'expert du digital. Et puis, j'oubliais, Julien, félicitations. Félicitations parce que tu viens d'être nommé dans le palmarès des 50 talents de l'assurance et également dans la catégorie des DG de ce palmarès. Bravo. Merci. Donc, bravo Julien à nouveau. Et Étienne, enfin. Étienne, tu es expert en assurance santé et aujourd'hui directeur commercial chez Sénat. Bonjour Étienne. Bonjour à tous. Alors, Étienne, toi, tu es plutôt une sorte de serial intrapreneur. Pendant 10 ans, tu as lancé, créé des départements, des business units dans des groupes comme Bureau Veritas, Citeo ou encore Mercer, toujours à des postes de responsable, stratégie, opération et client. Et puis, tu nous as rejoints, on a cette chance-là, chez Sénat, il y a 1 an, au poste de directeur commercial. Voilà pour le parcours d'Étienne. Alors, je suis ravie, bien sûr, de vous avoir tous les 3. Juste avant qu'on démarre, un petit mot pour nos participants en ligne, pour vous rappeler que vous pouvez laisser vos commentaires dans le chat, partager également votre expérience, vos pratiques. Vous avez cet onglet-là à droite de votre écran. Et puis, vous verrez, il y a un onglet dédié aux questions qu'on prendra tout au long de la conversation si c'est possible. Sinon, on gardera du temps à la fin du webinaire pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre et qu'on démarre du coup sur le premier sujet qui nous intéresse, la génération de leads. Alors, pour commencer, Julien, j'aimerais faire appel à ta casquette d'entrepreneur pour cette première question. Et imaginons que tout soit à refaire et qu'en 2023, tu relances ton activité de courtage. Tu as donc à peu près un marché français de 30 millions de personnes qui ne te connaissent pas. Comment tu fais pour établir un premier contact, les faire venir sur ton site pour, in fine, créer des leads pour les courtiers? Alors,
La première chose, donc, c'est que effectivement, je pars de ce constat que les Français viennent sur Internet pour s'informer, mais qu'ils veulent un contact humain avant de souscrire. Donc, je vais mettre en place un dispositif qui soit totalement intégré entre le digital et l'humain. Le premier enjeu, vraiment en premier lieu, c'est de transformer le prospect qui vient généralement de Google, et c'est d'ailleurs souvent là qu'il est le plus qualifié, à travers des liens organiques ou payants, et d'en faire un client. L'enjeu, c'est d'avoir des questions claires, des questions sur lesquelles les réponses sont faciles à donner, et avoir derrière une offre qui soit la plus complète possible. C'est d'ailleurs notre enjeu de comparateur de pouvoir répondre à cette attente. Et voilà, derrière, d'avoir vraiment un conseil humain le plus rapide et le plus immédiat possible, avec des outils digitaux qui sont maîtrisés, mais sans la moindre attente ni approximation. C'est le plus gros enjeu. Mais, fort de mon expérience, je sais aussi qu'il y a une vraie problématique sur la rentabilité. Il y a une concurrence acharnée aujourd'hui sur Internet. Les coûts d'acquisition, ils ont explosé, ils sont désormais très élevés. Il faut même avoir en tête qu'on ne pourra pas être rentable sur une première année pour acquérir des affaires nouvelles. Donc ça, c'est de le prendre en compte aussi dans mon business plan, pour que justement la création de portefeuille puisse se faire. Derrière, c'est de se dire qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a vraiment aucune marge de manœuvre pour se tromper. Sinon, le modèle dérape, et le client attend vraiment une expérience parfaite. Donc voilà, du décroché jusqu'à la vente, il faut que vraiment les choses soient les plus fluides possibles. Et je crois beaucoup au rappel du contexte. C'est-à-dire que on se présente, on explique pourquoi on a eu ce contact-là, et de ne pas reprendre tous les besoins à la base. On a des réponses qui ont été données sur le site, et donc de là, arriver à faire gagner le plus de temps possible aux personnes qui vont nous parler. Alors après, il faut s'adapter. Il y a des gens qui veulent parler de leurs problématiques liées à l'assurance. Il y a des gens qui veulent que ça se fasse très vite. Et ça, il faut être bon commercial, on va dire, pour s'y adapter, et bien capter cette finesse entre je veux passer du temps au téléphone ou je veux que ce soit géré tout de suite. Mais dans les deux cas, voilà, il faut vraiment avoir une démarche hyper fluide. Et le dernier point, c'est qu'il y a une réglementation qui est renforcée aujourd'hui. Il y a un décret sur le démarchage téléphonique qui est assez contraignant. Donc, il y a un vrai défi aussi de pouvoir être dans le cadre d'une vente en un temps avec des prospects vraiment qui ont consenti à être rappelés et qui savent par qui ils vont être rappelés. C'est un de nos enjeux chez Hyperassure. Ok, merci Julien. Donc, combinaison de l'humain, du digital, c'est super intéressant. Marine, toi, tu as une vision certainement complémentaire, peut-être différente. Dans un groupe plus grand comme celui d'April, comment vous faites pour vous faire connaître de vos nouveaux clients? Alors oui, nous, on est avant tout un courtier grossiste, donc la captation des clients, les stratégies associées à ça, on connaît. Je dirais que il y a 4 enjeux clés que je voulais partager aujourd'hui. Il y a d'abord, on est concepteur, donc je ne peux pas ne pas parler de conception des offres. Donc ici, on conçoit et on distribue des offres qui doivent être des gammes les plus larges possibles. On fait de la santé, de la prévoyance de l'emprunteur et d'autres risques, mais même au sein d'une gamme en santé, on a besoin d'adresser le mass market, l'ensemble des cibles, mais aussi des cibles de niche. Et pour ça, finalement, la multiplicité des produits et des formules, ça a beaucoup de sens parce que ça permet d'adresser des problématiques, des budgets à des profils différents. Et on voit bien que finalement, plus on renforce le nombre de gammes et de formules, plus on arrive à massifier un petit peu la captation de clients. Deuxième chose, je dirais que c'est alors, l'expérience April fait que nous, on sonde beaucoup nos clients, qu'ils soient prospects, clients ou même distributeurs, parce qu'en fait, on a besoin de valider que ce qu'on sort, ce qu'on a envie de lancer correspond bien et correspond toujours à des besoins. Ça évolue très vite aujourd'hui. La crise financière, elle fait aussi beaucoup évoluer les budgets, et donc on a besoin d'être raccord et de coller au budget des profils que l'on souhaite cibler. Et donc ça va passer par pas mal de testing, donc de testing de promesses produits, par exemple, pour s'assurer que ce qu'on souhaite lancer, ça a de la valeur pour le client, mais ça a aussi de la valeur pour nos distributeurs dans l'acte d'achat.
Ça peut passer par évidemment des enquêtes, des sondages. On passe beaucoup de temps là-dessus. Et puis, ça peut aller jusqu'à des focus group ou même des entretiens individuels lorsqu'on veut valider qu'une promesse, qu'une garantie ou même qu'une fonctionnalité répondra et créera de la valeur au moment de la vente. La captation des clients, ça peut être aussi travailler la notoriété, évidemment. Donc, chez April, on a une bonne notoriété, on va dire, en B2B chez nos distributeurs. On a aussi envie de la déplacer et de l'installer sur le grand public. Donc, là, on a lancé récemment une campagne, par exemple, sur l'emprunteur, mais bien sûr, c'est des budgets coûteux, etc. Ça peut passer aussi par faire le choix d'exposer certaines de nos offres sur les grands comparateurs, les comparateurs grand public. Hein, donc, Comparadize en est un, mais pas que. Et ça nous permet évidemment c'est relativement indispensable aujourd'hui parce que le comparateur, c'est un point de contact quasiment incontournable de la recherche de contrat, quel que soit le domaine en fait. Et puis évidemment, on est courtier, donc ça je vais rappeler, mais on capitalise énormément sur notre réseau de courtage qui est au contact de ses clients toute la journée. Et donc ça veut dire qu'on travaille beaucoup le recrutement de nouveaux courtiers. Et pour ça, on essaye de travailler le parcours du courtier chez April, c'est-à-dire de son onboarding au démarrage, au parcours de souscription. Donc là, on essaye de développer évidemment le plus de fonctionnalités fluides, efficaces. On a un portail Aprilon qui vise à faire gagner du temps à l'ensemble de nos courtiers pour faire l'ensemble de leur démarche, du devis à la vente, aux formations en ligne. Et puis, d'essayer de créer toujours des fonctionnalités qui soient le plus efficientes pour leur faire gagner du temps. Ok, merci Marine, c'est un complément très complet, je trouve. Et Étienne, ça me donne envie de te demander aussi, par rapport à ton expérience passée, si tu as vu des pratiques en termes d'acquisition qui pourraient compléter ce que Julien ou Marine ont dit aujourd'hui et que tu voudrais partager avec l'audience. Oui, clairement. En t'écoutant, il y a 2 types de cas qui me viennent en tête. Déjà, les grands groupes qui ont des marques fortement installées et connues auprès du grand public. C'est déjà un avantage, d'autant plus qu'en général, ils ont déjà un portefeuille client. Ce qu'il faut savoir, c'est que multi-équipé, donc vendre un nouveau contrat à un client déjà existant, en moyenne, ça coûte 7 fois moins cher que conquérir un nouveau client. Donc, c'est quand même une force importante. Et en plus, en général, ces boîtes-là ont des moyens qui sont supérieurs, ce qui permet d'activer tous les leviers que Marine et Julien exposaient déjà, en particulier de l'achat de leads via des comparateurs. Un autre cas que je vois assez régulièrement, finalement, en particulier avec des startups, que je vois d'ailleurs aussi chez Sénat, qui a un autre moyen de se positionner, c'est vraiment d'avoir une position d'expert sur une ou sur des verticales particuliers. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment une carte à jouer sur ce point de vue-là. Ça permet d'une part de participer à des conférences, à des événements pour faire monter sa notoriété, nécessairement acquérir des leads, mais ça permet aussi, via de la création de contenu vraiment à forte valeur ajoutée, que ce soit pour des courtiers, des clients ou autres, d'apporter de la valeur, là aussi de générer soit des leads directement ou du contenu qui va petit à petit, via du SEO ou d'autres stratégies, pouvoir être ultra impactant en termes de business. Ok, merci beaucoup Étienne et merci à tous les trois. On vient vraiment de voir plusieurs leviers pour se faire connaître des clients. Et donc maintenant, forcément, j'ai envie qu'on parle de comment on fait pour les convaincre et de qu'est-ce qu'un service de courtage, en fait, aujourd'hui, en 2023, doit pouvoir proposer pour se différencier. Alors, juste avant de redonner la parole à nos experts, j'aimerais proposer un petit sondage pour tous les participants pour comprendre, en fait, où vous en êtes justement sur le sujet de la conversion des leads. Donc, le sondage, pour rappel, il est dans la petite fenêtre dédiée au sondage. Il est 100% anonyme, donc vraiment, soyez libres de jouer le jeu en répondant à cette question qui est, pour chaque prospect que vous contactez, peu importe le canal, que ce soit par email, par téléphone ou autre, combien deviennent des clients? Donc, en gros, quel est votre taux de conversion? Je vous laisse le temps de répondre et on reviendra sur vos réponses un tout petit peu plus tard dans la conversation. Alors, sur le sujet de la conversion, Marine, soyons directs. Qu'est-ce qui fait convertir une vente en assurance en 2023?
Alors, en 2023, ce qu'on constate déjà, c'est que la concurrence est évidemment très agressive, et ça sur la plupart des marchés assurantiels. Mais aussi, on a de très, très fortes exigences maintenant des prospects en matière de réactivité, en matière de pricing aussi, et globalement de solutions. Donc, pour moi, il y a plusieurs enjeux. Il y en a un qui est très fort, mais j'accentuerai sur 3 pistes, on va dire. C'est le premier qui reste les offres, puisque, encore une fois, on est concepteur, et donc le fait d'avoir des offres, des gammes assez larges, des formules qui permettent d'avoir du package et de l'optionnel, de jouer sur des aspects de personnalisation, et ben ça, c'est hyper important pour faire on va dire, les propositions d'ajustement nécessaires quand un prospect il est en phase de décision. Et donc, ça permet d'être plus souple dans l'approche besoin-solution. Le deuxième enjeu, c'est pour moi le plus important, ça va rester le conseil. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être une partie de la population qui arrive à adhérer tout seul en 100% en ligne, et c'est très bien, et ils sont de plus en plus nombreux. Néanmoins, le conseil, il est primordial à différentes phases d'ailleurs de l'acte d'achat, de la découverte à la signature du contrat, pour créer une relation de confiance, on va dire. Donc, pour moi, dans le conseil, il y a des phases qui sont à respecter. Donc, effectivement, ça se passe au rythme du prospect, selon s'il a plus ou moins envie de parler, plus ou moins envie d'aller vite. Mais voilà, ça reste de découvrir le profil, de savoir à qui on s'adresse, de découvrir les besoins, les habitudes de consommation. Alors, ça, c'est pour de la santé, mais de votre capacité à lui proposer plusieurs solutions, à lui expliquer, argumenter plusieurs solutions, recueillir son consentement, le pousser à aller en adhésion, et puis jusqu'à l'accompagner jusqu'à la signature de son contrat. Donc, dans toutes ces étapes, ce qui va être clé, c'est la capacité finalement à convaincre, à mettre le bon niveau d'intensité dans l'argumentation, sans mettre trop de pression d'ailleurs. C'est hyper important, et puis donc de créer une relation de confiance. Donc, je dirais finalement l'humain là-dessus. Et puis le troisième enjeu, ça reste évidemment, pour faire tout ça, c'est sûr que le parcours de souscription reste facilitant. Donc, c'est important que nos prospects qui viennent, qui souvent ont vu et ont une idée très précise du tarif qu'ils souhaitent payer, de la formule qu'ils souhaitent, s'ils sont en phase de décision, ils ont juste envie d'aller vite. Et donc, tout ce qui est process, grain de sable, lenteur, bug, documents à imprimer, tout ça, ça génère souvent de l'indécision, ça génère le doute. Donc, évidemment, les parcours, c'est essentiel. Et nous, chez April, on passe une énergie importante sur à les travailler et à les moderniser pour faire gagner du temps aux distributeurs comme à nos prospects. Ok, Marine. Donc, tu parles d'offres adaptables, tu parles aussi de conseils, et puis bien sûr des parcours de souscription qui doivent être efficaces et fluides. Julien, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Alors, de mon expérience, je me positionne par rapport à ça. C'est que moi, j'ai vu la plus grande efficacité que j'ai pu voir, c'était sur des dispositifs spécialisés par produit. Vraiment une vraie expertise par produit qui permettait d'être sur des process hyper aboutis, des commerciaux très très bien formés, et en plus une vraie rapidité qui en découle. On a un vrai enjeu sur les produits aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus passer avec un produit qui serait hors marché. Les prospects sont très bien informés, les comparateurs y aident, et puis si en plus il y a une bonne image de marque du porteur de ce produit, c'est vraiment un plus. On a besoin, comme disait Marine, d'outils hyper performants. Moi, j'ai connu le temps où on disait je vous mets en attente le temps de calculer votre devis. C'est plus possible. On ne peut plus imaginer ça. Ou je vous rappelle pour me laisser le temps de calculer votre tarif. Ça, c'est vraiment les choses qui peuvent encore exister, mais qui ne doivent plus exister. Et il y a des outils aujourd'hui qui existent, des outils innovants, un CRM qui fonctionne bien, mais il ne faut pas lésiner aussi sur la qualité de la téléphonie. Moi, j'ai vu trop de commerciaux où il y a un bruit de fond, où il y a quelque chose qui va gêner le propos, ou une mauvaise qualité de débit. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui peut être fondamental, et ça paraît évident, mais je le précise aussi. Et derrière, en fait, il y a quelque chose que je trouve génial quand je le vois, c'est chez nos clients, c'est
c'est les plateaux d'appel qui ont des équipes vraiment hyper dynamiques sur le plateau. Il y a une vraie énergie, il y a beaucoup de bruit. D'ailleurs, des fois, ça m'impressionne, le bruit, il y a même de la musique parfois. Mais quand le casque est de très bonne qualité, on n'entend rien. Le prospect n'entend rien. Et pourtant, on garde cette dynamique-là. Et pour un commercial qui fait ce travail-là, c'est pas un sprint, c'est un marathon. On est là pour être bon toute la journée, toute la semaine, tout le mois et sur plusieurs mois. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui me semble clé pour aujourd'hui réussir sur une équipe de commerciaux. Et en plus, il y a besoin d'être en équipe pour être performant dans ce genre de métier. Donc voilà, ce que d'expérience je peux partager, c'est vraiment tous ces éléments-là qui parfois peuvent paraître évidents, mais qui, s'ils ne sont pas respectés, sont bloquants. Ok, c'est très clair. Et tu parlais des équipes, on a parlé du produit avec Marine. Moi, dans vos propos, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle quand on se dit tout ça, c'est qu'on n'a jamais parlé du prix. Pourtant, il me semble que voilà, dans le contexte où on est, ce n'est pas un petit sujet. Étienne, quel est ton avis là-dessus? Le prix, t'en dirais quoi? C'est vrai que c'est un bon sujet. Comme on est en train de se le dire, le marché de l'assurance, de manière générale, et c'est encore plus le cas sur les mass market et sur le marché de la santé que je connais bien, sont ultra compétitifs. Je crois que c'est toi, Julien, qui disais tout à l'heure que les coûts d'acquisition ont explosé. Donc, d'une part, les coûts d'acquisition ont explosé. Et en plus, les marges, depuis un certain nombre d'années, ont vraiment été tirées par le bas. Et ce qui fait que ce que je pense, et même ce qu'on pense de manière générale chez Sénat d'ailleurs, c'est que la guerre, en fait, la bataille, elle n'est plus du tout sur les prix. Je pense qu'elle est sur trois choses. La première, c'est l'UX, tout simplement comment tu vas adresser ton besoin, accompagner ton utilisateur. Je vais te donner un exemple très concret dans la vie physique, c'est que si tu vas chez Darty pour acheter un sèche-linge, le conseiller te propose in fine un produit d'assurance et pour ça il te dit traverse la rue, tu vas dans le magasin en face, lugubre, et tu vas avoir un document de 70 pages à signer. Il y a des chances que tu sortes du magasin, mais pas pour signer le contrat d'assurance. Par contre, s'il est là et que dans le cadre de ton achat, il t'explique à quoi peut servir ce produit d'assurance, combien tu vas payer, très clairement, comment tu pourras en bénéficier, à quoi ça va servir, tu vois, là, tu es plus dans un état d'esprit où tu peux être intéressé. Et finalement, cette réflexion-là, elle s'adapte à tous les moyens de distribution d'un produit d'assurance et évidemment à de la distribution online. Donc ça, c'était le premier point sur la partie UX. Le second point qui me paraît intéressant, c'est sur l'efficacité opérationnelle. On en a parlé un petit peu aussi, mais c'est vrai que c'est compliqué de vendre un produit d'assurance. Les produits sont compliqués en eux-mêmes et en plus, c'est très, très réglementé. Donc l'enjeu, c'est de se dire comment, par exemple, chez April en particulier ou chez Tout Courtier, j'arrive à faire en sorte que malgré tout, je peux passer du temps avec mes clients et pas du temps à répondre à ses obligations. Et ça passe en grosse partie par des optimisations de process et aussi par des outils technologiques. Et donc, le dernier point, après cette partie UX, c'est cette partie efficacité opérationnelle. Pour moi, c'est les services. On n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que je pense que c'est devenu hyper compliqué de se différencier seulement sur la base de garanties dans un produit d'assurance. Mais par contre, a priori, ça l'est encore beaucoup et de plus en plus en prenant en compte toute cette partie service. On a vu des services fleurir sur la santé, je pense à la téléconsultation, à l'assistance, au réseau de soins, qui sont en plus presque devenus des must-have et plus des plus. Mais il y en a tout un tas qui permettent, de vraiment apporter une vraie valeur ajoutée à l'assuré. Donc, c'est un plus. Et il y a beaucoup de travail aussi à faire sur l'UX sur cette partie-là, parce que je reprends l'exemple très rapidement de l'assistance, auto-utilisation. Aujourd'hui, c'est 1%. Donc, il y a des enjeux sur quel service je vais proposer à mes assurés et comment je vais leur permettre d'y accéder. Et tous ces sujets-là, ces 3 points, je pense qu'on aura l'occasion potentiellement d'en reparler, mais ça passe en grosse partie par la technologie pour arriver à bien les adresser, justement. Ok, c'est hyper clair. Donc, en gros, le sujet, c'est moins le prix que l'expérience proposée aux assurés et les services proposés autour du produit d'assurance. C'est hyper clair. Merci. Si on revient un petit peu sur le sondage, juste pour que vous ayez les résultats, la majorité de nos courtiers qui sont en ligne et qui ont répondu, ils ont un taux de conversion qui est plutôt en majorité entre 0 et 5%. Donc, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas facile et j'espère que les idées partagées aujourd'hui vous aideront à faire progresser ce taux. Et peut-être que pour aller plus loin, par rapport à tout ce qui a été dit, on pourrait creuser deux sujets si vous voulez bien. Le premier qui serait justement la conception du produit d'assurance en lui-même. Et Étienne t'en a parlé, l'expérience assurée. Je pense qu'on peut être un peu plus précis là-dessus. Donc, on y va si vous voulez bien. Sur les produits d'assurance,
Julien, toi, on l'a vu, les comparateurs comme le tien vont permettre de positionner l'offre du courtier auprès des potentiels assurés. La question qu'on a du coup, c'est comment on fait une offre qui va se distinguer, se démarquer de toutes les autres? Alors moi j'ai une data à partager, c'est le secret du jour de Hyperassure je dévoile, c'est que sur nos comparateurs, la moitié des offres qui sont choisies le sont au-delà de la 5e position. Donc c'est clé. En fait, le comparateur compare des prix, mais il compare surtout des logos, donc des marques avec des garanties et des prix. Donc c'est vraiment ces 3 critères-là qui vont être clés et vraiment aussi déterminants les uns que les autres. Moi, ce que je vois dans nos data aussi, c'est que les internautes ne cherchent pas des produits exotiques. On a positionné beaucoup de produits qui étaient assez innovants, parce que ça reste innovant quand c'est différent, mais malheureusement, les gens ont déjà du mal à comprendre ces produits-là, ont envie d'aller à l'essentiel, et donc voilà, de rester quand même assez, on va dire, simple dans l'offre produit et assez classique. Je trouve que c'est un point plutôt positif, en tout cas pour nos internautes, mais d'être capable en revanche de couvrir tous les besoins. D'être assez granulaire, ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire que chacun aura des besoins très différents selon les produits. Et si on parle de santé, je veux dire, personne n'a les mêmes besoins. Donc c'est vraiment un des enjeux de répondre à tous les profils et à toutes les attentes. Et c'est là où la conversion va pouvoir se faire. C'est vraiment de répondre à ça. Et moi, on m'a souvent posé la question, mais est-ce qu'il faudrait une offre spécifique aux comparateurs? Ma conviction, et donc ma réponse serait de dire non. Je pense qu'il faut des produits qu'on peut retrouver sur toute la chaîne de valeur équivalent pour que justement ce soit rassurant. Le comparateur fait partie des points de passage, le site de l'assureur aussi, le site du courtier. Si on a une offre qui est cohérente de bout en bout, et jusqu'au discours d'ailleurs humain qui peut en être tiré, je pense que c'est de nature à rassurer l'internaute et donc à aider plutôt à souscrire plutôt que d'avoir quelque chose qui soit trop différent avec un logo qui va pourtant être le même. Voilà, ça c'est une de mes convictions que je partage aujourd'hui. Ok, donc ouais, tu parles d'une offre cohérente et lisible par l'assuré. Ah bon. Toi, Marine, en tant que concepteur d'offres, comment tu vois les choses? Comment, chez April, vous arrivez à créer des offres différenciantes? Alors, donc oui, en tant que concepteur d'offres, moi je rejoins Julien sur le fait que on est quand même bien placé pour savoir maintenant que la différenciation, elle passe pas forcément et pas uniquement par de l'innovation. Alors c'est très vrai pour la santé parce que l'encadrement réglementaire est tel qu'en fait il y a très peu de place justement pour des garanties exotiques, pour aller innover réellement. En revanche, il y a quand même quelques clés pour essayer de se différencier. Donc, moi, je dirais qu'il y a déjà, comme on l'a souligné plusieurs fois, d'adapter vraiment nos offres au profil client. Et ça, c'est très vrai. À force d'adresser le mass market des gens de 20 à 80 ans, voire plus, on voit bien que les prospects, les profils, les habitudes de soins, les consommations sont réellement différentes. Et il y a pas mal de facteurs discriminants. Et donc, on a de quoi, il y a la place pour créer des offres et des formules différenciées, notamment par l'âge qui est le facteur, un des plus discriminants. Deux, il y a aussi d'adapter nos offres. Alors ça, c'est ce qu'on fait plus récemment chez April, mais selon leur canal d'exposition, justement, ou canal de vente. On a récemment, pour le coup, bâti une gamme avec Sénat, qu'on remercie beaucoup pour l'expérience, mais qui va répondre à un double enjeu, qui est de dire, certaines de nos offres, on veut qu'elles soient positionnées dans les grands comparateurs grand public. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a dit, c'est passage incontournable pour des millions de Français qui vont tarifer, benchmarker, se renseigner juste au préalable sur le prix des offres, ce qu'ils peuvent avoir pour tel ou tel budget. Et donc ça va passer par quand même des structures de produits bien particulières avec des garanties ou des niveaux de garantie ou des forces dans les garanties qui vont être bien calibrées pour s'adapter au comparateur dans lequel on souhaite intégrer telle ou telle offre.
Donc ça permet quoi? Ça permet quand même de remonter dans les top positions. Alors, j'ai bien noté la petite stat, Julien, des 50% en dessous de la 5e position. Mais du coup, effectivement, nous, on va quand même essayer de remonter dans les 5 premières positions parce qu'il y a les 50 autres pourcents qui sont là. Et puis c'est de permettre ensuite à ses prospects, à ses clients, à ses futurs clients qui seraient attirés par une offre qu'ils auraient vue sur un comparateur, d'être ensuite, entre guillemets, transformés, conseillés, orientés vers soit cette offre, soit une formule plus haute de cette offre, soit une offre qui serait enrichie de formules ou de garanties un petit peu plus fortes, puisque sur les comparateurs, souvent, les réglettes et les niveaux de besoin sont tels que ce sont les budgets les plus limités qui ressortent, ou en tout cas les formules les plus limitées. Donc là, le conseil, toujours, va faire en sorte d'upgrader un tout petit peu la vente pour s'assurer que l'ensemble des besoins seraient respectés. Et puis ensuite, toujours sur comment on peut un peu personnaliser et entre guillemets, innover ou enrichir nos offres. Il y a évidemment la dimension servicielle. Donc ça, Étienne en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Oui, on a quand même pas mal de services qui se standardisent sur le marché. Donc la téléconsultation, c'est le cas, l'assistance, les services à proposer au retour d'hospitalisation, ça c'est important. Les réseaux de soins, les prix négociés, tout ça. Donc ce sont des services qui tendent à se standardiser et qui sont importants, y compris pour des budgets limités. C'est pas réservé que à des formules entre guillemets dites premium. Aujourd'hui, c'est des choses qui ont leur importance pour tous les profils. Et puis je rajouterais quand même un dernier point qui est très lié à la notoriété de la marque et à la qualité de gestion. Souvent, quand on peut aussi remporter une adhésion entre guillemets grâce à la rassurance qu'on procure à un prospect sur comment on va être traité, comment la relation client se crée avec la marque au quotidien. Donc la capacité à répondre, l'accessibilité, le professionnalisme des téléconseillers, tout ça, c'est hyper important au quotidien. Je rajouterais même tout ce qui est parcours, self-care, enfin espace assuré, qui sont des éléments de rassurance hyper importants maintenant pour nos prospects. Ok, merci Marine pour tous ces éléments. Étienne, avant qu'on passe sur le sujet de l'expérience des assurés, sur la partie produit, est-ce que toi, tu as vu des choses voilà, tu vois des choses qui te paraissent cruciales dans la mise en place d'un programme assurantiel qui se veut performant, bien sûr? Je pense que je vais aller dans le sens de Marine, ce qu'elle est en train de dire, et c'est ce qu'on voit avec pas mal de courtiers. Il y a vraiment une tendance de fond, et c'est pas vrai d'ailleurs que dans le marché de l'assurance, mais en tout cas on le retrouve également sur ce marché-là, c'est la personnalisation. Une couverture, un produit d'assurance, c'est hyper important, et l'assuré veut que ça corresponde exactement à son besoin, et veut de plus en plus concrètement des produits personnalisés. Donc ça se traduit par quoi? Marine, tu en as parlé un petit peu, mais ça peut se traduire par des produits à différents niveaux de garantie, parmi lesquels il pourra choisir. On voit même de plus en plus des produits soit modulaires, soit avec option, pour pouvoir me couvrir plus ou moins sur certaines garanties. Et puis après, il y a toute cette gamme de services dont on a parlé plusieurs fois, mais qui permettent vraiment de personnaliser l'expérience. Donc ça, moi, Élodie, c'est vraiment sur la partie produit, ce que j'évoque. Mais après, il y a toute la partie vraiment comment ça va s'articuler et toute l'exécution. Ce qu'on pense chez Sénat, alors déjà, c'est un premier point, vous le savez, je pense, mais c'est pour ça qu'on bosse avec des courtiers, parce que finalement, qui mieux qu'un courtier pour conseiller un client? In fine, c'est lui qui connaît vraiment le besoin, qui peut l'accompagner au quotidien. Et c'est pour ça qu'on se concentre sur cette partie-là. Et comment on fait au quotidien pour ça? Alors, d'une part, on croit beaucoup à la réactivité et à construire rapidement. Très concrètement, si tu penses à un produit aujourd'hui et que tu le lances dans 1 an ou 1 an et demi, ce n'est pas un flop assuré, mais tu ne mets pas toutes les chances de ton côté. C'est pareil en termes d'itération. Un truc qu'on aime bien chez Sénat, c'est de se dire, tu lances un produit, il peut nécessairement ne pas répondre à 100% aux besoins, à ce que tu as imaginé, aux besoins de tes clients. Et ce qui est hyper important, c'est de pouvoir itérer pour pouvoir le faire évoluer rapidement et pas lancer un produit en se disant, on se revoit dans 3 ans, fonction de ce que ça donnera. Et puis, le dernier point, c'est vraiment les opérations, comment tu vas le gérer, comment tu vas le distribuer. Et ça,
c'est de plus en plus important de s'appuyer sur une technologie très robuste de pure player. C'est aussi pour ça qu'on a lancé toute une activité sur la partie technologie chez Sena, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de maîtriser ses opérations et de pouvoir se concentrer au quotidien sur l'accompagnement de ses clients. Ok, merci beaucoup Étienne. Donc, et merci à tous les trois de toute façon. Sur la partie produits d'assurance, c'est hyper clair, il me semble. Et comme on se disait tout à l'heure, c'est en réalité qu'une partie de l'histoire. Sur l'expérience des assurés, si vous voulez bien, on pourrait y revenir pour que vous puissiez éclairer l'audience sur les impératifs en termes d'expérience assurée en 2023. Qu'est-ce que les clients ne tolèrent plus du tout? Au contraire, qu'est-ce qu'ils attendent? Pour démarrer la discussion, avant qu'on commence l'échange, j'aimerais poser une nouvelle question à l'audience, de nouveau dans l'onglet sondage, si vous voulez bien. Une question qui va nous permettre en fait de cerner un petit peu quels aspects de l'expérience client vous avez traités aujourd'hui, ceux sur lesquels vous êtes focalisés. Donc, c'est une question pour déterminer en tant que cabinet de courtage si vous avez déjà investi un petit peu dans l'expérience digitale avec des outils de génération de devis en ligne, si vous êtes allé plus loin avec un parcours de souscription 100% digital ou encore plus loin avec non seulement le parcours de souscription digitalisé à 100%, mais aussi des expériences au moment des sinistres que vous auriez digitalisé aussi. Donc, je vous laisse répondre. On reviendra sur vos réponses tout à l'heure. Et Étienne, si tu veux bien démarrer avec moi pour discuter un petit peu du point clé pour toi, selon toi, d'une bonne expérience pour les assurés. Qu'est-ce que tu nous dirais? Ouais. Alors, j'ai un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais le plus important, c'est la gestion des sinistres, évidemment. C'est pour ça que le client paye ses primes. Et en plus, c'est quelque chose de potentiellement très anxiogène d'avoir un sinistre d'assurance, quel que soit le type de contrat, qui peut avoir des répercussions sur la santé, sur les finances. Donc, rater son coup là-dessus en tant que courtier, gestionnaire, c'est clairement se tirer une très, très grosse balle dans le pied. C'est d'autant plus important, en plus, je reviens sur ce que tu disais, Julien, en introduction, mais quand on voit les coûts d'acquisition qui ont explosé sur l'assurance, si on perd son client au bout de quelques mois ou même au bout d'1 ou 2 ans, on est très clairement perdant. Donc, il est vraiment primordial de le fidéliser et ça passe par une expérience client de très, très grande qualité. Donc ça passe, c'est un peu ce que je disais juste avant, la question précédente. Pour moi, ça passe en très grande partie par de la technologie et c'est ce qu'on développe dans la plateforme Sena, où on a plusieurs briques qui sont dédiées d'une part à la gestion des polices d'assurance, d'autre part à la gestion des sinistres. Et l'objectif derrière ça, il est double en fait. C'est d'une part d'avoir une expérience client irréprochable pour éviter que le sinistre devienne un moment de rupture avec le client, un moment de perte de confiance et de frustration. Et d'autre part, réduire les délais de remboursement. Parce que comme je disais, pour commencer dans le début de la réponse à cette question, il y a des enjeux financiers qui se cachent derrière et qui sont souvent des enjeux très forts pour les assurés. Ouais, ok. Donc, une expérience pas seulement sans couture au moment de la souscription, mais aussi dans les moments difficiles que sont les sinistres. Ok. Julien, de ton côté, est-ce que chez Comparadise, vous avez pris des partis particuliers, fait des investissements spécifiques pour l'expérience assurée? Comment ça se passe? Ouais, le plus gros focus, alors c'est plus des investissements en temps de notre part, mais ça a été la lisibilité des offres. On a vraiment essayé, c'est compliqué de comparer plusieurs contrats d'assureurs différents, de pouvoir tarifer en même temps plusieurs assureurs, et donc on est vraiment obligé de s'adapter, mais on a fait un travail justement de rationalisation, d'harmonisation et surtout d'explication de nos offres. Là où c'est le plus abouti, c'est en santé, où vraiment on a traduit tous les niveaux de garantie pour que ce soit le plus explicite possible et donc clair pour l'internaute. Et derrière, en fait, ce travail-là qui était donc accessible sur le panel d'assureurs, on l'a mis en ligne sur nos pages d'assurance pour le rendre disponible avant formulaire. On a créé plus de 1000 pages sur Hyperassure d'offres qui sortent directement de notre base de données produits. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va développer sur Hyperassure parce que paradoxalement, en fait, le constat qu'on fait aussi, c'est que c'est assez dur de trouver des informations sur les offres des assureurs et lisibles sans avoir à remplir un formulaire au préalable. Donc nous, vraiment, on veut donner cette information. Alors, ce n'est pas une information tarifée, mais c'est une information claire sur les garanties et traduite en langage compréhensible.
Et donc, ça, c'est notre première étape. Et derrière, tout le monde en parle, mais nous aussi, et en tout cas, on travaille là-dessus, c'est pour avoir justement une recommandation sur les bases des besoins qui sera aidée de l'intelligence artificielle. Hein. On a 40 000 prospects tous les mois à qui on ne pourra pas faire une reco individualisée, mais l'IA va nous aider justement à pouvoir produire comme ça des recos sur la base des besoins et du profil et des garanties en face qui sont proposées par les assureurs. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on focus. Information, lisibilité et recommandations si on peut. Ok. Bon, l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Déjà depuis quelques temps, on en fera sûrement l'objet d'un webinaire spécifique. Pour revenir au sondage, la majorité d'entre vous en ligne, hein, vous avez démarré vos investissements plutôt sur une première partie qui est la digitalisation de la génération de devis, sur les parcours de souscription, la gestion des sinistres. C'est pas encore une majorité. Donc, voilà, j'espère que les idées et les technologies proposées aujourd'hui pourront vous apporter une solution éventuelle. Alors, pour qu'on puisse conclure, puisqu'on est bientôt à la fin du webinaire, on pourrait quand même on a parlé des leviers pour acquérir les clients, pour convertir les prospects en clients. Peut-être rapidement autour de la fidélisation. On a peu de temps, donc on essaye de faire court sur cette partie. Mais donc, si vous voulez bien, Étienne et Marine, on se met en situation. Vous êtes donc des courtiers. Ça, c'est la réalité. Mais le jeu de rôle, c'est je suis votre cliente. Aujourd'hui, je vous appelle et je vous dis que c'est fini entre nous. En gros, je vous quitte. Qu'est-ce que vous faites? Et ma question, c'est quelle est votre arme secrète pour que je continue à travailler avec vous? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec l'audience d'aujourd'hui? Marine, si tu veux commencer. Alors ouais, c'est très d'actualité puisque là, la réglementation a considérablement assoupli les facultés de résiliation, notamment en santé et en emprunteur, c'est le cas aussi avec la résiliation infra-annuelle. Donc, on est très confronté à ça chaque jour. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est on travaille des politiques de rétention et de fidélisation et donc on investit beaucoup sur le sujet, beaucoup d'énergie. Ça passe par plusieurs choses. Donc, déjà, c'est former des équipes à détecter une intention de résiliation. Ça, c'est hyper important que l'ensemble des équipes soient mobilisées sur cette détection et puissent ensuite proposer à ce client les solutions qui répondront à sa problématique. Donc, la plupart du temps, c'est du budget, de l'exonération de cotisation, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être d'être souple sur de l'adaptation de garantie à la hausse ou à la baisse pour répondre à une problématique. Ça peut être aussi de donner un coup de pouce sur une prestation onéreuse, typiquement une prestation dentaire, quelque chose comme ça. Si le client ne peut pas payer ou ne peut pas entièrement payer, il nous arrive de donner des vrais coups de pouce à ces clients-là où on partage la prestation. Donc, c'est toute une politique comme ça. Mais globalement, ça passe aussi et avant tout par une seule chose, c'est, on va dire, le score, être en capacité de bien scorer les chutes ou les probabilités de chute de nos clients. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de data là-dessus qu'on modélise et on arrive à avoir des modèles assez performants sur les probabilités de chute de nos clients et pouvoir ainsi programmer des actions et programmer des politiques de rétention et de fidélisation en fonction de la probabilité de chute du client. Ok, merci beaucoup Marine pour ça. Étienne, si toi tu devais dire quelques mots, qu'est-ce que tu ferais pour me garder? C'est pas une question facile. Alors évidemment, si tu m'appelles et que tu me dis tout est fini entre nous, je ferai en sorte d'essayer de répondre à tes besoins. Mais si je devais résumer ma vision de la chose par un mot, ça serait anticipation. Je vais peut-être aller un peu à contre-courant, mais ce que je me dis, c'est que finalement, sauver un assuré qui veut te quitter, je vais pas dire que c'est contre-productif, mais tu es presque dans l'ordre du soin palliatif plus que du vrai sauvetage, en fait. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment d'arriver à anticiper au maximum pour pas arriver à ce point de rupture. Et concrètement, ce que je pense, c'est que ça passe par capitaliser sur de la technologie au quotidien, sur comment tu vas accompagner ton assuré, optimiser tes process, te dégager un maximum de temps avant pour capitaliser sur cette relation, pour faire en sorte que quand il aura un problème, tu seras présente pour l'accompagner et ne jamais arriver dans cette situation. Le jour où il aura besoin de toi, au moins, il saura qu'il peut compter sur toi. Hyper clair, merci beaucoup. Eh bien, on arrive à la fin de notre webinaire. Si vous voulez bien, on peut prendre quelques questions.
Donc, la première, plutôt pour toi, Julien, il y a eu quelques petits commentaires sur l'efficacité des formulaires, des comparateurs, etc. N'hésite pas à rebondir. Mais la question, c'était surtout, il y a beaucoup de comparateurs sur le marché. Qu'est-ce qui fait la différence chez Comparadise? Alors, tous les comparateurs vont avoir un socle d'offres communes, mais chacun aura quelques offres différentes selon les cas. Donc, on a, en termes d'assureurs, on a quelques assureurs qui ne vont pas être trouvés sur d'autres comparateurs. Donc, ça, c'est un premier point qu'on travaille tous. Le deuxième point, chez Comparadise, on couvre quasiment tous les produits. Donc, on est aussi bien positionné sur la santé, l'auto, que sur des produits de niche comme les animaux, les obsèques. Donc, ça, c'est un vrai sujet pour nous de pouvoir couvrir d'autres produits que les classiques. Et effectivement, alors d'essayer de faire au mieux pour nos formulaires. Alors, j'ai vu le commentaire et je le comprends parce que notre difficulté à nous, c'est de pouvoir tarifer tous les assureurs en même temps, donc de répondre à toutes leurs attentes en même temps. Donc, c'est plutôt une addition de questions parfois différentes ou singulières selon les partenaires, mais toujours dans l'objectif de pouvoir tous les mettre sur la même plateforme au même endroit et dans un temps le plus réduit possible. Mais voilà, nous, notre différenciation, on va vraiment essayer de la faire sur l'accompagnement et l'explication qu'on peut donner à chaque chose sur nos produits pour être le plus transparent et clair possible. Ok, merci Julien. Et on a une deuxième question, plutôt adressée à Étienne cette fois-ci, sur les domaines de risque que couvre Sénat. Ouais, bien sûr. Alors, pour ceux qui découvrent Sénat, on s'est créé en 2019, dans un premier temps sur 5 verticales de business qui étaient des verticales de niche sur de l'affinitaire. Donc, pour vous les citer rapidement, de l'assurance chien-chat, panne casse-vol, assurance annulation, de l'affinitaire auto et de la GLI caution. On avait un bon retour des courtiers. On était essentiellement sur la co-construction, et c'est toujours le cas, de produits en marque blanche. Et depuis, on a eu envie de capitaliser là-dessus, d'accélérer notre croissance. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près un an maintenant, on s'est lancé sur la santé prévoyance, donc notre premier mass market, et qui a une croissance hyper intéressante depuis quelques mois. Ok, merci Étienne. Quelqu'un nous demande si l'événement est enregistré. Oui, il l'est, et vous recevrez l'enregistrement par email juste ensuite. On arrive à la fin de l'événement. Si on a oublié des questions, pardonnez-moi et on répondra a posteriori par email, hein, bien sûr. J'espère que la session vous aura été utile. Pour ceux que ça intéresse, on a préparé aussi une liste de 15 outils qui pourront vous être utiles en matière d'acquisition de clients. Vous allez pouvoir la télécharger là directement via le chat. Ça va de la création de visuels à l'identification d'adresses email, toujours en respectant la RGPD bien sûr, jusqu'à la création de parcours sur mesure. Je vous laisse la télécharger, on vous l'avait dit, il vous fallait des choses actionnables. C'est dans ce sens qu'on vous propose cette liste. Merci à tous, merci à vous trois, Marine, Julien, Étienne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.